Afrique Média. Le monde, c'est nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Grand Journal sur la télévision panafricaine. Dans un instant, les titres. Au Mali, le dernier bastion de l'armée française a quitté la ville de Gao. La force française Barkhane a quitté Tolandi, la ville de Gao, en direction du Niger, a indiqué l'état-major des armées françaises. Un départ qui survient après que les forces vives de Gao avaient accordé dimanche un ultimatum de 72 heures aux forces françaises de l'armée Barkhane, qu'elle qualifie de parents des terroristes au Mali, pour quitter définitivement de la ville lors d'une manifestation contre la présence française. Et puis, Afrique centrale, les ministres de l'économie des États de la sous-région ont convenu le 10 août dernier au Cameroun de la fusion de la communauté économique des États de l'Afrique centrale et de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale d'ici la fin de 2023. La fusion de la CEAC et de la CEMAC permettra d'éliminer la rivalité qui a contribué à faire de l'Afrique centrale la région la plus pauvre parmi les groupes économiques africains. Tous étaient donc animés le 10 août dernier par l'ambition de favoriser l'intégration régionale, accélérer la transformation économique et faciliter le développement. C'est tout pour la vitrine. Afrique Média. Le monde, c'est nous. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue au Grand Journal sur la télévision panafricaine. C'est avec le Mali que nous démarrons avec la visite du président en exercice de l'Union africaine à Assimi Goïta, le président de la transition malienne. Donc Macky Sall, qui est donc arrivé lundi matin dans la capitale malienne, où il s'est entretenu avec le chef des militaires au pouvoir. Une visite d'amitié et de travail qui intervient au lendemain de l'inculpation de 49 soldats ivoiriens par la justice malienne. Macky Sall, qui était donc attendu lundi matin à Bamako, a été accueilli par Assimi Goïta. Les deux hommes se sont entretenus au cours d'un échange à huis clos au palais présidentiel avant un déjeuner officiel. Le président en exercice de l'Union africaine et le président de la transition malienne ont par ailleurs prévu de tenir une conférence de presse commune à l'issue de leur rencontre. Cette visite d'amitié et de travail, la première du président de l'Union africaine au Mali depuis la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020, intervient dans un contexte tendu entre les autorités maliennes et l'organisation panafricaine. Parmi les nombreux sujets à l'ordre du jour, le cas des 49 soldats ivoiriens arrêté le 10 juillet a donc été au cœur des discussions. Le vendredi 12 août dernier, les soldats ivoiriens détenus depuis plus d'un mois à Bamako ont été inculpés pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État et placés sous mandat de dépôt. Abidjan assure qu'ils étaient en mission pour l'ONU dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la mission des Nations Unies au Mali et exige donc leur libération. La négociation semblait pour l'instant la voie privilégiée pour obtenir la libération de ces soldats arrêtés à leur arrivée à l'aéroport de Bamako. Le Togo joue le rôle de médiateur entre la Côte d'Ivoire et le Mali, mais les premières négociations le 28 juillet à Lomé n'ont pas permis d'enregistrer de progrès. Et selon une source proche des discussions engagées sous l'égide du Togo, les discussions pourtant avancées ont buté sur certains points, ce qui peut expliquer ce retour judiciaire en force dans le dossier. La justice va donc continuer son travail, mais les négociations vont aussi continuer, à ajouter cette source. On reste au Mali, on va dans la ville de Gao. Nous l'annoncions en titre, le dernier bastion français a donc quitté la ville lundi matin. La force Barkhane a quitté Tolandi. La ville de Gao en direction du Niger a indiqué l'état-major des armées françaises dans un communiqué. Ce jour à 13 h,
heure de Paris, le dernier détachement de la force Barkhane présent sur le sol malien a franchi la frontière entre le Mali et le Niger. Il provenait de la plateforme opérationnelle des airs de Gao, transféré aux forces armées maliennes depuis ce matin, a déclaré la source. D'après le communiqué, conformément à la décision du président de la République française du 17 février 2022, la force Barkhane au Mali s'est articulée hors du pays en moins de 6 mois et après 9 années de présence. Et d'ajouter, ce défi militaire logistique majeur a été relevé en bon ordre et en sécurité ainsi qu'en totale transparence et en coordination avec l'ensemble des partenaires. L'état-major des armées françaises souligne que la profonde transformation de l'opération Barkhane ne se réduit pas à la fin de sa présence sur le territoire malien. Dans une logique de co-construction, les armées françaises continuent le combat contre le terrorisme au Sahel en coordination avec nos partenaires africains et internationaux. Pour rappel, les forces vives de Gao avaient accordé dimanche dernier un ultimatum de 72 heures aux forces françaises de l'opération Barkhane, qu'elles qualifient de parrain pour les terroristes. Une manifestation contre la présence française avait été également faite dans ce sens. Elles ont dénoncé en outre l'attitude de la force Barkhane qui apparaît comme le véritable parrain des terroristes au Mali avant de sommer la MINUSMA de ne pas servir de refuge aux éléments de Barkhane au Mali. Par ailleurs, les forces vives de Gao demandent aux autorités maliennes de porter plainte contre les autorités françaises pour complicité dans l'attaque meurtrière de Tessit et toute autre agression meurtrière contre les populations et les forces de défense et de sécurité maliennes, tout en exigeant des autorités maliennes la clarification des missions des contingents étrangers composant la MINUSMA et à défaut leur départ immédiat du Mali. Dans le cadre de la réarticulation hors des frontières du Mali, la force Barkhane avait transféré aux forces armées maliennes ses bases opérationnelles avancées de Ménaka, Tessalit, Kidal, Tombouctou et de Gossi dans le nord du Mali. La crise entre Paris et Bamako a atteint son paroxysme lorsque le Mali a décidé en fin janvier 2022 d'expulser l'ambassadeur français à Bamako, Joël Meyer, suite à des propos virulents contre le chef du chef de la diplomatie française à l'égard des autorités maliennes. Et on va rester sur cette actualité et recevoir dans ce journal notre premier invité. Il s'agit bien sûr d'Israël Larba Lompo, avec qui nous parlons de ce départ définitif des forces Barkhane. On rappelle 72 heures après l'ultimatum des forces vives de Gao qui ont donc fait une manifestation de ce côté-là pour réclamer le départ immédiat de Barkhane. Alors bonsoir à vous Israël Larba Lompo. C'est donc effectif, Barkhane n'est plus en territoire malien. On va dire que le dernier bastion a donc déguerpi la ville de Gao. C'était très tôt, lundi matin, à quelques heures seulement après l'ultimatum des forces vives de Gao. Bonsoir madame, bonsoir aux téléspectateurs d'Afrique Média. Alors il faut dire que ce départ n'est pas étonnant vu que la pression commençait à monter sur les autorités françaises, non seulement au niveau de son opinion publique qui ne comprenait plus pourquoi, après avoir annoncé le départ total de Barkhane sur le sol malien, qu'il y ait encore des soldats au niveau du Gao qui sont là. Au niveau du Mali également, les manifestations qui ont demandé donc le départ total de ces forces-là ne pouvaient que produire ce résultat. Donc la force Barkhane n'avait pas d'autre choix que de quitter donc Gao pour le Niger, malheureusement qui est à la porte donc du Mali encore. Alors, on reste toujours avec vous, Israël Larba Lompo, avec les forces Barkhane, du moins françaises, qui ont annoncé qu'ils n'allaient pas abandonner le Mali, même s'ils ont décidé de quitter le Mali, puisqu'ils restent dans le Sahel, pour lutter contre le terrorisme. Qu'y a-t-il de très précieux au Mali, au point où ils n'arrivent véritablement pas à s'en détacher? Et pourtant, le gouvernement malien a été clair. Ils ne veulent plus des Français sur leur territoire.
Oui, effectivement, il faut dire que la position, non seulement la position géographique du Mali par rapport à l'Afrique est très, très capitale pour la géostratégie et la géopolitique française, mais également le contenu du sous-sol malien et qui aujourd'hui est très vaste d'abord par son étendue, mais également par son contenu et qui regorge d'énormes matières premières qui intéressent donc non seulement la France et tous les autres pays européens, mais également qui constitue une plaque importante pour l'adversaire donc premier de la France qui est la Russie. Alors perdre donc le Mali, quitter complètement le Mali, perdre le Mali, c'est s'avouer vaincu devant Poutine. Cette guerre d'Ukraine qui est en train de se déplacer aujourd'hui au niveau du Sahel, c'est une victoire non seulement pour Poutine, mais également pour le peuple malien et les militaires dont Macron n'avait pas pensé qu'ils pouvaient tenir jusqu'à ce jour. Et donc, le fait même que cette armée Barkhane se déplace au niveau du Niger, qui est à la porte donc du Mali, reste encore des points d'interrogation quant à la raison de cette présence, du moment où on sait que le terrorisme, le terrorisme suit la trajectoire du déplacement donc, de cette force militaire. Lorsqu'ils occupaient la zone des trois frontières, quand l'armée française occupait totalement la zone des trois frontières, vous avez remarqué que tous les terroristes qui venaient attaquer, que ce soit qui venaient du côté Ouagadougou ou encore qui partaient vers du côté de Bamako ou de Niamey, venaient de la zone des trois frontières. Et aujourd'hui, depuis que l'armée française ne contrôle plus la totalité de la zone des trois frontières, nous avons vu qu'il y a eu une maîtrise donc de nos armées nationales sur cette zone-là. Les terroristes ne quittent plus la zone des trois frontières pour aller attaquer un pays, que ce soit le côté Mali ou côté du Burkina, encore moins du côté du Niger. Aujourd'hui, si Barkhane se déplace au Niger, il faut s'inquiéter pour les pays du Golfe de Guinée que sont le Togo, le Bénin et même le Ghana. Parce que c'est une autre porte qui est ouverte. Quand la France dit qu'elle n'ira pas, tout le monde sait aujourd'hui que même la dernière attaque, il est évident que Barkhane a eu à jouer un rôle dedans et Barkhane est soupçonné d'avoir joué donc un rôle déterminant dans la localisation et dans les renseignements qui ont permis ces terroristes-là d'atteindre Thessalite. Donc, il faut que non seulement les autorités maliennes soient très vigilantes, mais également que la population continue à mettre la pression, car quand la France dit qu'elle n'abandonne pas le Mali, ce n'est pas pour les Maliens ni pour le président malien. C'est pour ses intérêts et c'est comment mieux s'organiser pour voir comment venir déstabiliser le Mali, comment en finir avec les militaires au pouvoir. C'est la seule raison qui fait qu'aujourd'hui, la France s'entête à rester au Sahel pour pouvoir contrer la Russie et la Chine, puis les autres pays arabes qui se battent du côté donc, des Maliens pour ramener la sécurité dans la région du Sahel. L'OMPO rappelle tout de même que la France s'était donné 6 mois pour quitter donc le Mali. La décision avait été prise en fin janvier, le 1er février par le président Emmanuel Macron. Et donc, ça fait 6 mois bel et bien qu'ils avaient décidé de se retirer complètement du Mali. C'est donc une affaire à suivre alors que la France a désormais ses bases du côté du Niger et promet toujours de combattre le terrorisme dans la région, notamment bien sûr la zone Sahel. Direction l'Afrique centrale, on va poser les valises du côté de la RDC où un contingent de l'armée burundaise a été déployé dans le sud Kivu. Un contingent de l'armée burundaise est entré officiellement sur le sol congolais hier lundi 15 août. Selon les forces armées de la République démocratique du Congo, ces soldats vont se déployer
dans la zone opérationnelle Sokola 2 Sud pour traquer les groupes armés congolais et étrangers présents. L'armée congolaise précise que c'est dans le cadre de la mutualisation des forces décidée par les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est. C'est vers 1 h du matin, dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 août, que les militaires burundais sont arrivés au centre d'instruction de Luberizi, à une centaine de kilomètres de Bukavu, chef-lieu donc de la province du Sud Kivu. Ni la durée de leur présence, ni leur effectif n'ont été communiqués. Nous ne voulons pas prêter le flanc à l'ennemi en divulguant ces renseignements, a confié donc un des responsables militaires. La date du début officiel des opérations n'a pas non plus été révélée. Elle sera donc communiquée dans les jours suivants, rapportent également des sources militaires. On sait à ce stade que ces soldats seront seront essentiellement déployés au sud de la province du Sud Kivu, dans cette zone des coalitions de groupes armés Maïmaï d'une part et des groupes armés Tuiwaneo et Gumino d'autre part se battent et se livrent à des séries de représailles, tuant des civils, pillant du bétail et détruisant plusieurs autres biens. Il y a également des groupes burundais. L'armée congolaise appelle donc la population au calme et à collaborer de manière franche avec les forces loyalistes afin de permettre et mettre un terme à cet activisme des forces irrégulières, a déclaré le porte-parole dans la région, le lieutenant Maka Elonga. Et selon le groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC, les membres de la force de défense nationale du Burundi et des Imbonerakure, des jeunes membres de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir au Burundi, menaient déjà depuis plusieurs mois des incursions dans les territoires de Fizi et d'Ouvira afin d'empêcher le Red Tabara de mener des opérations sur le territoire burundais. Nous l'annoncions également en titre, la fusion entre la CEMAC et la CEAC est plus que jamais actée. Les ministres de l'économie des États de la sous-région d'Afrique centrale ont convenu le 10 août au Cameroun de la fusion de la communauté économique des États de l'Afrique centrale et la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale d'ici la fin 2023. La fusion de la CEAC et de la CEMAC permettra donc d'éliminer la rivalité qui a contribué à faire de l'Afrique centrale la région la plus pauvre parmi les groupes économiques africains. Animés par l'ambition de favoriser l'intégration régionale, accélérer la transformation économique et faciliter le développement, les ministres de l'économie et de la région d'Afrique centrale, réunis au Cameroun le 10 août dernier, ont approuvé le projet de fusion-constitution de la CEAC composée de 11 membres avec la CEMAC composée de 6 membres. Une cellule de pilotage dirigée par le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire du Cameroun, Charles Samba Ongodo, a été mis en place pour accélérer l'effectivité de ce processus prescrit par les chefs d'État de la sous-région. L'objectif ici est de parvenir à éliminer la rivalité qui a contribué à faire de l'Afrique centrale la région la plus pauvre parmi les groupes économiques africains. La sous-région sera plus intégrée, plus compétitive, efficace et suffisamment forte pour rivaliser avec les autres régions. Nous avons des pays plus forts en Afrique centrale qui pourraient pousser les autres, a déclaré Charles Assomba Ongodo, estimant que la disparition des deux institutions historiques va contribuer de manière significative au renforcement du processus d'intégration en Afrique centrale. Le commerce transfrontalier entre les États d'Afrique centrale est estimé à moins de 100% contre une moyenne continentale d'environ 20%. La région manque de communications terrestres, aériennes et maritimes développées, ce qui constitue un énorme obstacle à l'intégration. Selon l'Union africaine, la CEAC et la CEMAC constituent un marché de plus de 240 millions d'habitants et la région la moins intégrée d'Afrique. On va donc rester sur cette actualité et recevoir dans ce journal notre deuxième invité. Il s'agit de Charlie Kenyé. Il est géostratège. Bonsoir à vous. Cher monsieur, longtemps annoncé, on va dire que ça ne date pas d'aujourd'hui, l'annonce de cette fusion entre la CEMAC et la CEAC, et donc le 10 août dernier, donc il y a de cela 10 jours, les ministres de l'économie se sont donc assis du côté de Yaoundé pour discuter donc de la fusion effective de la CEAC et de
la CEMAC. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Certainement, vous attendez le jour J, le jour de fusion entre la CEMAC et la CEAC. Bonsoir à vous une fois de plus. À vous. Un milliard de téléspectateurs. Eh bien, il faut dire que ce qu'il faut également rappeler à ceux qui nous suivent que c'est un projet qui est porté par le Cameroun, personnellement par la prééminence institutionnelle et diplomatique du Cameroun, à la personne de son excellence. Tout ce qui est porté par la prééminence institutionnelle et diplomatique du Cameroun à la personne de son excellence Paul Biya, mais qui démontre à suffit les différents enjeux, ou alors, si vous voulez, qu'on ait autour des différents enjeux qu'il y a derrière un tel projet. Parce que rappelons que la CEMAC, c'est 6 États, et c'est la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Contrairement à la CEMAC, vous avez la CEAC. La CEAC, quant à elle, c'est 11 États. Sauf que, à la différence de la CEMAC, les États membres de la CEAC, parmi les États membres de la CEAC, vous avez des États comme l'Ouganda, vous avez des États, comme l'Angola, vous avez des États comme le Burundi, vous avez des États comme le Rwanda, qui sont des États qui battent monnaie. C'est-à-dire que, contrairement aux États membres de la CEMAC, qui ont pour monnaie commune, à savoir le CFA, cette monnaie nazie qui est battue par la France, dont les comptes des opérations sont gérés par le Trésor français, la CEMAC, ou alors la CEAC, elle, a en son sein des États qui ont une certaine souveraineté monétaire, si on peut le dire ainsi. Donc, le premier enjeu, déjà, il est à ce niveau-là, il est monétaire. C'est-à-dire que la fusion entre ces deux États, forcément, obligera tous les États à aller vers une monnaie commune. Donc, indirectement, ce sera la fin du CFA. Et avec la fin du CFA, on sait très bien que tout ce qu'il y avait à travers le CFA, tel que l'intermédiation de la France, à chaque fois que les pays de la zone franc allaient justement vendre ou alors aller commercer sur le marché international, la transaction se passait via la France. Ou alors les devises, ou alors je veux dire quoi, les achats ou alors les paiements plutôt se faisaient au niveau de la France avant que celle-ci donnait aux États de la zone franc la part qui leur revenait. On parle là de pratiquement 15%. Donc le premier enjeu déjà, il est monétaire. Le second, il est économique parce que dites-vous bien qu'avec la fusion de ces États-là, de ces deux communautés, la CEMAC et la CEAC, forcément, on va là vers une union économique. Et avec cette union économique, en plus de cette monnaie commune, si vous ajoutez à ça la ZLECAf qui a été mise en place ou alors qui a été initiée ou qui a pris naissance depuis le 1er janvier 2021, vous comprenez très bien que cela va créer une forme de zoom, c'est-à-dire qu'il y aura une forme de boom au niveau de cette zone économique-là. Et quand vous voyez très bien, il faut rappeler toujours que le bilan politique est souvent adossé sur le bilan économique. C'est-à-dire qu'indirectement, avec cette zone commune économique, on verra très bien que l'économie des différents pays va se voir booster. Donc, on aura un impact au niveau de la vie sociale, il y aura un meilleur de vie pour les populations, on aura un impact au niveau justement des financements des projets à caractère social, des projets justement de nature à développer les pays, mais bien plus encore, l'un des aspects les plus importants sera justement la part belle qui sera confiée justement au niveau des budgets des États dans le sens de la restructuration des armées. Parce que je dis toujours, le plus grand défi de nos États reste celui de la restructuration de nos armées. Et justement, à travers ces booms économiques-là, on est justement en train de penser que le budget ou alors la part belle justement qui par le passé était confiée à nos armées se verra grandissant. Et justement pour faciliter la paix et la sécurité dans nos différentes régions. Une autre chose également, c'est qu'à travers cette communion d'États, on va assister justement à une certaine interdépendance des États. Et quand on voit très bien les défis sécuritaires qu'il y a au niveau de cette sous-région, je parle ici du conflit qui oppose la République démocratique du Congo et le Rwanda, on voit très bien qu'à travers cette communauté ou alors cette communion d'États, à chaque fois qu'un État aura un problème ou alors subira une crise, indirectement ou directement, cela impactera les autres États de la communauté. Ça fait en sorte que les différentes crises, parfois, qui sont à tort ou à raison provoquées par un certain nombre d'États souverains, ne se verront plus sur le même aspect parce que s'il est vrai que le Rwanda, indirectement ou directement,
apporte un certain soutien, alors participe à la déstabilisation de la République démocratique du Congo, il est fort bien pensable qu'avec justement cette communion d'États, le Rwanda n'aura plus ce même regard, parce que si un pays membre de cette communauté économique sera déstabilisé ou alors sera en mal, forcément, c'est tous les autres pays qui en pâtiront. Donc, véritablement, à travers cette communauté d'États-là, on est emprunt à penser que l'interdépendance des États fera en sorte que les États seront contraints de faire ensemble et justement à travers les problèmes ou les crises que subiront X ou Y États, les autres États se mettront ensemble pour trouver les solutions. Et enfin, il faut rappeler qu'avec cette forme de mascarade qu'il y a eu au niveau de la sous-région ouest-africaine, où on nous parlait de l'écho, où après on s'est rendu compte qu'en réalité, cet écho-là voulait encore être contrôlé par la France. On a vu le Nigeria et même le Ghana s'est désolidarisé de cet écho-là. Et dans la même ligne, on a vu le président nigérien, à la personne de Mohamed Bouhari, se rapprocher du Cameroun tout récemment, ou alors la dernière visite en date du président nigérien au Cameroun. On nous a fait parler, on nous a dit officiellement qu'il s'agissait de discuter des problèmes de sécurité, des problèmes de criminalité transfrontalière, mais officieusement également, on nous faisait parvenir que le Nigeria également avait un regard sur ce qui est en train de se faire du côté de la CEMAC et de la SAC, parce que si bel et bien cette communauté se mettait en marche, c'est-à-dire cette fusion entre les deux communautés qui justement devaient créer la communauté économique régionale, il est fort probable, selon certaines indications, que le Nigeria rejoigne cette communauté-là en lieu et place de l'écho qui, pour elle, aujourd'hui, serait inféodée par la France. Et dites-vous bien que lorsqu'on parle du Nigeria, on parle justement de la première puissance économique d'Afrique. Donc, cette communauté-là, derrière cette communauté-là, il y a tellement d'autres enjeux, parce qu'également, les États membres de la CEAC, la communauté des États économiques d'Afrique centrale, parmi les États membres de cette CEAC, vous avez également des États qui sont membres de la communauté des États est-africaines. Donc, indirectement derrière cette union de ces deux États-là, il peut y avoir des facilitations avec la communauté est-africaine. Je vous parlais tantôt de certains États ténors de la communauté ouest-africaine qui sont également prêts à pouvoir se ranger derrière cette communauté économique régionale. Et dites-vous bien que si le Nigeria rejoint la communauté économique régionale, fusion justement qui serait une union des deux communautés économiques, CEMAC et CEAC, je peux vous rassurer que des pays comme le Ghana également rejoindraient le Nigeria dans cette communauté économique. Donc, les enjeux sont immenses, mais véritablement, comme je l'ai dit tantôt, elles sont de trois ordres. Premièrement, elles sont monétaires, c'est-à-dire la fin de cette monnaie nazie qui est le CFA, la création d'une monnaie commune pour cette communauté économique. Deuxièmement, elles sont économiques, avec le financement de grands projets, avec justement un certain nombre de bienfaits, vu l'interdépendance des États, qui aura également un impact sur le plan géopolitique, géostratégique, à savoir qu'à chaque fois qu'un État subira la crise impactera les autres États. Donc, obligatoirement, les États devront se mettre ensemble pour trouver des solutions communes. Et enfin, la facilitation, justement, c'est que cette zone puisse justement attirer autour d'elle d'autres zones économiques. Je vous parlais de la région est-africaine, dont certains pays de la CEAC en sont membres. Je vous parlais également du Nigeria, qui est la première économie d'Afrique, mais également qui est un État membre de la communauté ouest-africaine. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire, voilà un peu les enjeux que l'on peut tirer derrière la fusion de ces deux communautés économiques. Ok, alors Charlie Akenye, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, qu'il faudra que ces États acceptent de se mettre ensemble. Quand on sait que par le passé, il y a eu un sérieux problème d'ego qui a donné lieu au problème de leadership, d'où également l'épineux problème d'intégration, parce que quand on regarde les pourcentages, on se rend compte que le commerce transfrontalier entre les États d'Afrique centrale est estimé à moins de 5% contre une moyenne continentale d'environ 20%. Et la région, quand on la scrute également, manque de communication terrestre, aérienne, maritime développée, ce qui constitue un énorme obstacle au niveau de l'intégration. On comprend un peu pourquoi la fusion entre la CEAC, qui a quand même 11 membres, et la CEMAC, qui jusqu'ici reste à 6 membres, est plus que jamais à mettre en avant. Bien sûr, le problème justement avec la CEMAC, parce que le problème vient de la CEMAC, c'est que nous avons cette difficulté-là de libre circulation des biens et des personnes. Parce que si vous voyez bien, et là je suis d'accord avec vous, cette question de leadership se pose, mais elle ne devrait pas se poser normalement, parce que si vous prenez cette communauté qu'est la CEMAC, sur le plan démographique, le leader c'est le Cameroun. Sur le plan économique, le leader également reste le Cameroun. Sur le plan même sécuritaire, le leader encore reste le Cameroun. On ne va pas venir faire ce coup de géostratégie ici. Mais
dans le cadre uniquement de la CEMAC, le véritable leader ne devrait pas se discuter, c'est le Cameroun. Il se pose un problème de libre circulation des biens et des personnes parce que vous avez véritablement des problèmes comme le Gabon, vous avez des États comme le Gabon, comme la Guinée équatoriale, qui ne facilitent pas cette libre circulation des biens et des personnes. Et le premier enjeu, justement, le premier enjeu de la facilitation de cette communauté économique, de la mise en place de cette communauté économique, c'est la libre circulation des biens et des personnes. Or, si aujourd'hui vous avez encore des États comme le Gabon, comme la Guinée équatoriale, qui parfois pour des raisons internes, on vous parle dans le cas de la Guinée équatoriale de la peur du fait d'être phagocyté, le Gabon également donne ces raisons-là, mais véritablement c'est pas trop ça. Si véritablement les États laissent cet égo de ce côté-là et acceptent cette libre circulation des biens et des personnes, je pense très humblement que cette communauté économique régionale, conséquence de la fusion entre les deux économies, vraiment risquerait à mener à ce que les deux autres grandes sous-régions, à savoir la communauté ouest-africaine et la communauté est-africaine, s'allient à ces régions-là. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est 246 millions d'habitants. Disons-le très bien. Donc, indirectement, je pense que le problème ici, c'est de travailler sur ces freins ces freins de libre circulation entre les biens et personnes, entre les différents États de la CEMAC. Je dis bien de la CEMAC parce que aujourd'hui, si des États comme l'Angola, si des États comme le Rwanda, si des États comme le Burundi qui battent monnaie, qui ont leur banque centrale, se plaisent à vivement entrer dans cette sous-région-là, il est fort semblable, c'est-à-dire que très clairement, on comprend que les intérêts sont énormes, les enjeux sont grands, les défis sont importants. Il est impératif maintenant pour les États de la CEMAC, savoir principalement la Guinée équatoriale, le Gabon, qui bloquent cette libre circulation des biens et des personnes, d'ouvrir leurs frontières parce que le premier enjeu, le premier défi de cette communauté économique serait la libre circulation des biens et des personnes. Surtout que quand vous ajoutez à ça la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale, c'est un vaste marché qui s'ouvre justement aux yeux des opérateurs économiques africains. Donc, vraiment, on espère que ces freins seront levés, ces barrières seront levées. D'ailleurs, je crois qu'il y a des comités interministériels qui ont été mis en place pour réfléchir sur la question. Tout récemment, au niveau du Cameroun, il y a une délégation gabonaise qui est arrivée, je crois, le ministre des Transports et de la Circulation, quelque chose comme ça. Également, des autorités guinéennes qui sont arrivées au Cameroun pour réfléchir sur des problématiques. Les discussions sur la fusion CEAC et CEMAR ne date pas d'aujourd'hui, elle date de très très longtemps. À chaque fois, on pense que c'est acté et après, on se rend compte que la CEMAR reste toujours fermée et la fusion finalement n'a plus lieu. Non, le fait est qu'aujourd'hui, c'est une fusion qui est actée parce que je crois que le communiqué est clair, les faits sont là. Aujourd'hui, elle a été adoptée. La fusion, elle a été adoptée. Le problème ici maintenant, c'est d'accélérer sur les mécanismes qui ont été pensés justement par ce comité interministériel, de réfléchir justement sur les problématiques, de faciliter la libre circulation des biens et des personnes. Parce que, compte tenu de ce constat qui a été fait entre les États membres de la CEMAC, du fait qu'il était difficile pour un certain nombre de citoyens de se déplacer entre le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Gabon, il y a une communauté interministérielle qui avait été mise en place justement de réfléchir sur ces problématiques-là. Je crois qu'il y a un certain nombre de recommandations qui étaient faites. Il est impératif aujourd'hui d'accélérer ces recommandations-là pour que en plus de cette adoption justement de la fusion entre les deux États, que les freins qui sont connus ou qui ont été connus par le passé, à savoir ce blocage, puissent justement être libérés et que le flux des biens et des personnes puissent circuler. C'est véritablement, voilà le vrai défi. Au-delà des autres aspects monétaires, économiques, autres, parce que l'aspect économique, l'économie marche avec la circulation des biens et des personnes. Si les biens, les personnes et les services ne peuvent pas circuler, l'économie s'arrête de marcher. Alors aujourd'hui, le frein, la barrière face justement à cette zone économique, c'est au niveau de la CEMAC, principalement au niveau de deux États, il faut le rappeler, la Guinée équatoriale et le Gabon, qui véritablement doivent accélérer les recommandations qui étaient faites dans le cadre de ce comité interministériel pour faciliter la libre circulation des biens et des personnes. Ok, merci à vous, cher monsieur. C'est donc une affaire à suivre. C'est acté la fusion entre la CEAC et la CEMAC. Rendez-vous donc en fin 2023, puisque des comités
ont été constitués pour permettre bien sûr à ces États-là de valider cette fusion entre la CEAC et la CEMAC. On va refermer ce journal avec l'information concernant la guerre en Ukraine, avec le président russe Vladimir Poutine qui a accusé ce matin les États-Unis de faire traîner le conflit ukrainien. Un incendie ayant provoqué une explosion de munitions s'est également produit dans une base militaire russe en Crimée, péninsule annexée par la Russie, a annoncé le ministère de la Défense à Moscou. Le président russe Vladimir Poutine a accusé donc ce mardi les États-Unis de faire traîner le conflit ukrainien et de chercher surtout à déstabiliser le monde avec une récente visite à Taïwan de la présidence de la Chambre américaine des représentants Nancy Pelosi. La situation en Ukraine montre que les États-Unis cherchent à faire traîner ce conflit et ils agissent de la même manière en instigant le potentiel conflictuel en Asie, a déclaré le chef de l'État russe dans une adresse à la conférence internationale sur la sécurité à Moscou en disant voir dans le voyage de Nancy Pelosi à Taïwan une stratégie consciente visant à déstabiliser la situation dans le monde. La Crimée annexée en 2014 par Moscou est en première ligne de l'offensive militaire que mène la Russie contre son voisin depuis le 24 février dernier. Des avions russes décollent quasi quotidiennement pour frapper des cibles dans des régions sous le contrôle de Kiev et plusieurs zones de cette presqu'île sont situées dans le rayon d'action des canons et des drones ukrainiens. Malgré le conflit, la Crimée est restée un important lieu de villégiature pour de nombreux Russes qui continuent de profiter de ces plages. Et voilà donc le président Vladimir Poutine qui a parlé, voilà, qui a fait une sortie concernant la guerre en Ukraine, tirant sur les États-Unis qui souhaitent que le conflit perdure. On va donner la parole à des analystes pour mieux comprendre ce phénomène. Et là, nous avons déjà Gamal Abina, internationaliste. Bonsoir à vous, cher monsieur. C'est vrai que c'est un secret de polichinelle. Vous le disiez à chaque fois dans vos sorties que les États-Unis gagnaient tout à ce que se poursuive cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et voilà que cette fois, le président Vladimir Poutine l'a dit officiellement lors d'une ce mardi matin, accusant les États-Unis de faire traîner le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bonsoir tout le monde. Donc oui, tout à fait, on se rend bien compte, il y a 2 mois, enfin il y a 1 mois et demi plutôt, une annonce tonitruante a été faite par l'administration Biden, qui est un va-t-en guerre. Rappelons toujours que Biden est un homme qui aime la guerre, c'est pas un pacifiste, tout comme Kamala Harris et évidemment Nancy Pelosi. Ce sont des gens qui ont à l'esprit toujours cette relation guerrière qui a existé du temps de Clinton et de Reagan et de Bush. Bref, c'est vraiment une filiation très particulière. Donc, effectivement, Poutine a mis les mots sur ce qui était déjà assez évident en vérité, à savoir que les États-Unis alimentent une guerre qui est déjà perdue, parce que l'espace aérien ukrainien appartient à la Russie, parce que la plupart des moyens de production d'armement ukrainiens, qui étaient très importants, je parle des usines évidemment, où ils fabriquaient pas mal d'équipements militaires et de missiles, ont été détruits immédiatement dès les premiers jours de l'attaque, et qu'aujourd'hui les États-Unis alimentent une guerre perdue d'avance uniquement pour la faire durer. C'est bien. Et c'est le mot intéressant dans le propos de Poutine, c'est de rappeler qu'au-delà du fait qu'on envoie du matériel et qu'on endette un pays à vie, littéralement, puisqu'il n'y a aucune chance que l'Ukraine puisse payer sa dette, l'alimentation de cette guerre en conflit effectivement permanent rappelle étrangement ce qui s'était passé en Afghanistan, déjà pour commencer, puisqu'ils avaient alimenté, c'est aussi une guerre qui avait été perdue par les Russes pour des raisons économiques évidentes. Ils avaient alimenté en missiles Stinger les fameux Freedom Fighters, donc ces fameux combattants de la liberté, comme les appellent les Américains, qui luttaient contre le communisme à l'époque et qui luttaient évidemment sous la bannière de drapeau de l'islam. Aujourd'hui, on se retrouve à une configuration qui ressemble à celle-ci aussi, un peu comme la guerre d'Espagne, où un des camps continue à alimenter de façon inutile une guerre, et il y a une formule consacrée par les Russes qui disent qu'ils feront la guerre jusqu'au dernier Ukrainien, à savoir le dernier soldat ukrainien. Alors cette guerre aurait pu être négociée avant même qu'elle ne démarre, puisqu'il y avait des accords qui avaient été signés et qui devaient garantir une fédéralisation de l'État ukrainien et surtout la paix. Cette guerre aurait dû être négociée dès le début, puisqu'il n'y avait quasiment aucune chance qu'il y ait la guerre, mais l'homme qui dirige actuellement l'Ukraine, Zelensky, a été influencé alors qu'il était prêt à discuter avec les Russes par les Américains qui lui ont promis tout un tas de choses qu'ils n'ont évidemment pas promis et qui n'ont pas tenu, comme toujours. Et puis surtout, cette guerre est alimentée parce que c'est une très bonne machine de bénéfices pour les États-Unis. C'est le cash permanent, puisque on sait que les Allemands vont acheter 100 milliards de dollars d'armement aux États-Unis, non pas aux Européens.
On sait que la plupart des pays frontaliers de la Russie vont se rééquiper de façon conséquente puisqu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient incapables de tenir une guerre conventionnelle avec les Russes au-delà d'une semaine. On sait surtout que l'Ukraine sera un déversoir permanent de vieilles armes américaines un peu fatiguées, mal utilisées, qui très souvent sont détruites directement dès qu'elles arrivent sur le territoire et qui ont une durée de vie de 6 jours. Donc ça donne une idée un peu générale de la politique américaine qui consiste à ne pas garantir la victoire des Ukrainiens puisque c'est impossible, mais qui consiste effectivement à alimenter une guerre permanente qui permettra effectivement aux Américains de réduire peut-être le rôle important que les Russes commencent à avoir et d'espérer, tout comme en Afghanistan, qu'il y ait une perte de capacité économique et donc militaire des Russes à venir à bout des résistants ukrainiens, parce qu'évidemment, rappelons quand même que les Ukrainiens résistent sur leur territoire. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que les Russes vont gagner cette guerre, c'est absolument évident. La seconde, c'est que la guerre économique est déjà perdue par les États-Unis et l'Europe, puisque les sanctions contre la Russie ont conduit à ce que l'excédent record commercial se chiffre à 167 milliards de dollars. C'est jamais vu pour un État qui est sous sanctions, soi-disant. Et on se rend bien compte qu'en plus, le rapport de l'arme économique, à savoir le gaz et le pétrole, est un moyen extraordinaire dont les Russes vont parfaitement jouer à partir de l'entrée de l'hiver, puisque je prends l'exemple d'un pays qui a commencé à se manifester, je parle des Suisses, le pays le plus riche de la Terre. Il est inquiet parce qu'il a besoin de 30% de ses capacités énergétiques qui viennent de l'extérieur. Une partie de la Russie, c'est vrai, mais essentiellement de l'Allemagne. Et ils se rendent bien compte que les Allemands ne vont pas être généreux, ils ne vont pas redistribuer l'énergie qu'ils auront du mal à avoir chez eux. Donc, toutes ces relations conduisent à penser qu'effectivement, sur le terrain militaire, la guerre est perdue par les Ukrainiens, mais maintenant, c'est une guerre de résistance qui va littéralement d'abord détruire l'Ukraine, ce qu'on peut regretter largement, mais surtout qui va user les forces russes. Et le deuxième aspect, c'est qu'effectivement, la guerre économique a été un échec total de la part des Américains qui ont initié cette guerre. Ce n'est pas les Européens qui l'ont voulu au départ. Les Américains ont fait pression sur les Européens pour qu'il y ait une guerre économique. Cette guerre est perdue. Donc, 2 défaites sur le plan économique et politique. Et 3e défaite, c'est l'axe russo-chinois. Les États-Unis ont espéré que les Chinois choisissent le camp américain, se présentant comme le camp du bien. Les Chinois ont fait leur choix de façon évidente et claire. Ils ont choisi le camp des Russes. Donc, en plus de l'Afrique, qui devient l'enjeu, évidemment, pour tous les États du monde, mais particulièrement pour les États-Unis, l'Occident et évidemment le bloc de l'Est, aujourd'hui, la guerre est perdue, mais malheureusement, les Ukrainiens continuent à mourir inutilement. La seule chose qui aurait été positive, et c'est ce que ne veut pas Biden est un jusqu'au boutiste à battre en guerre. Il fait la guerre dehors. Rappelons toujours que c'est des guerres par proxy, c'est des guerres c'est un conflit par État interposé. Il n'y va pas directement et frontalement. Eh bien, Biden propose une guerre qui serait illimitée, comme on l'a vu entre l'Iran et l'Irak, et alimenterait de façon permanente, évidemment, en armement les Ukrainiens qui sont maintenant incapables de produire leurs propres armes, et espérer peut-être isoler la Russie, c'est un échec, mais se rendre bien compte que les Russes n'arrêteront pas là et ne reculeront jamais. Donc c'est une guerre qui pourrait durer peut-être au-delà de l'hiver, sauf évidemment si les Européens commencent à se réveiller, se rendre compte de l'unité de cette guerre, surtout du risque considérable pour le reste de l'Europe occidentale en termes économiques. Donc aujourd'hui, les États-Unis sont à la manœuvre, on le sait depuis le début. Les États-Unis démontrent que ce ne sont pas des gens fiables, on ne peut pas leur faire confiance, mais le but ultime des États-Unis, c'est l'affaiblissement de l'Europe, encore une fois, comme on l'a vu pour la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Les seuls grands vainqueurs de ces 2 guerres étaient les États-Unis. Ils espèrent à nouveau tirer les marrons du feu et empocher les bénéfices de la reconstruction. Gamal Abina, l'autre invité, c'est Taïfou Smaïn, lui certainement qui brûle d'envie de donner son point de vue sur cette actualité avec la sortie de Vladimir Poutine qui accuse donc les États-Unis de faire traîner volontairement, il faudra le dire, la guerre ou alors le conflit russo-ukrainien. Bonsoir à vous, cher monsieur. Alors, après cette sortie de Vladimir Poutine, quelle analyse faites-vous et surtout, voyez-vous en la visite de la présidente de la Chambre américaine du côté de Taïwan une stratégie consciente visant à déstabiliser la situation dans le monde, comme l'a affirmé le président russe Vladimir Poutine? Oui, tout à fait. Bonsoir, pardon, excusez-moi, madame. Je suis très ravi d'être parmi vous encore une fois. Donc, merci à nos panafricanistes. Donc, effectivement, c'est le cas de le dire. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, le porte-parole du gouvernement chinois avait donc déclaré que les États-Unis voulaient donc ouvrir un front de l'OTAN dans donc, la mer de Chine, ce qui fait donc un 2e front pour déstabiliser, comme l'avait si bien dit Poutine,
par rapport, donc, si vous voulez, à la déstabilisation du monde. Il est vrai qu'on est un peu dans une configuration de la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez, la Deuxième Guerre mondiale a commencé pratiquement par des axes, ce qu'on appelle les alliés de l'axe. À l'époque, donc, c'était pratiquement la même configuration. Et aujourd'hui, on est dans cette configuration un peu militaire et plutôt aussi énergétique en plus, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus une bataille énergétique qu'autre chose. Sur ce plan-là, justement, les Russes ont gagné la bataille. D'ailleurs, pas plus loin qu'il y a toujours. Bloomberg avait dit que Poutine avait gagné donc, la bataille énergétique, ce qui est le cas d'ailleurs. Et pour moi, j'ajouterais beaucoup plus que les Russes ont gagné donc, la bataille. Par exemple, la Russie produisait 11 millions de barils par jour. Aujourd'hui, ils en sont pratiquement à 1,2 million, donc millions donc, de barils par jour. Je ne vois pas vraiment la différence où aller, sachant qu'actuellement, on est dans un contexte de guerre. Donc la Russie n'a rien perdu sur ce plan-là. Et les Américains, comme toujours, quand ils sont dans conditions économiques, parce qu'ils sont en plein marasme, c'est eux d'ailleurs, les Occidentaux, cherchent une ligne vers de l'automne. Et vous avez aussi un problème d'électricité qui risque de survenir, de mettre l'Europe dans l'obscurité dès septembre, parce qu'on avait surtout promis à l'Europe occidentale une fourniture d'électricité à partir de l'Ukraine. Vladimir Zelensky qui avait donc promis aux Occidentaux qu'il allait leur fournir l'électricité, donc c'est un pari perdu. La Pologne veut supplier, si vous voulez, ce et donc, si vous voulez, prendre cette part de marché qui va américain ou, si vous voulez, les Occidentaux d'une manière générale, sont carrément aux avoirs. Et c'est la raison pour laquelle ils essayent, tant bien que mal, d'ouvrir des fronts un peu partout pour déstabiliser les deux forces émergentes, qui est la Chine et la Russie. Les Chinois sont en passe de devenir la première puissance économique d'ici 2030. Les Américains essayent tant bien que mal de retarder, si vous voulez, cette émergence, si vous voulez, cette tête de pont, ce qui est quand même ridicule quand on voit la politique belliciste des Américains, notamment celle de Biden, quand on sait que cet homme qui a été l'architecte de la guerre d'Irak, et c'est le monsieur qui avait rien à cirer des 2 millions d'Irakiens qui étaient donc morts, soit par les armes, soit par embargo, donc de faim. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui, on se rend compte que l'Amérique n'est plus le porte-flambeau des valeurs, ce qu'on appelle universelles des droits humains, ce qui n'est pas le cas. Donc maintenant, cessons de nous mentir et de regarder les choses en face. La fin de l'histoire promise par M. Francis Fukuyama, comme quoi l'Amérique serait donc le phare d'un monde nouveau, c'est derrière nous. Tout ça, c'est derrière nous. Malheureusement, maintenant, on est devant une réalité justement, qui consiste sur une réalité vraiment dramatique. Pourquoi dramatique? Les Américains qui ont vraiment joué sur la fibre un peu démocratique et cette duperie-là ne sont plus maintenant à même de contrôler tout ça. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ils sont perdants sur toute la ligne. Malheureusement, c'est le cas, encore une fois, je le répète, les Américains sont quasiment donc perdants sur tous les fronts. Alors, on le voit d'ailleurs, et sur le plan, donc maintenant, pour revenir à l'Ukraine, l'Ukraine, c'est une bataille finie. Sur le plan géographique, c'est une bataille gagnée par les Russes, même si on essaye de bombarder, comme on l'a fait, ou saboter un dépôt de munitions qui a été donc, dans le nord de la Crimée, ça ne va pas retarder l'avancée des Russes, sachant que la Crimée, c'est une base arrière, une base logistique donc, des Russes, et que les Russes ne vont pas donc restituer les terres qui sont historiquement russes. Donc, si on étudiait l'histoire de très très près, une partie de l'Ukraine est quasiment aux Russes. On ne peut pas le nier. Aujourd'hui, les Russes, il est vrai que sur un plan du droit international, ils sont peut-être en porte-à-faux par rapport à ceci, mais avec le temps où les puissants vont imposer leurs règles. Les Américains, ils ont tout ça derrière eux. Maintenant, ils ne peuvent plus imposer quand on voit que le dollar, qu'on croyait invincible et indéfectible,
aujourd'hui en train de s'éroder. Quand on a vu, par exemple, au début de la guerre, qu'un dollar s'est changé contre 138 roubles et qu'aujourd'hui on est à 1 dollar contre 61 roubles, on peut dire qu'il y a une victoire flagrante de la Russie au plan économique. Et c'est ça qui fait que maintenant, les Américains sont perdants encore une fois. Et les Américains essayent tant bien que mal. Merci à vous, Taïfour Smaïn. Rendez-vous certainement dans les émissions de débat. On reviendra certainement sur cette actualité concernant la sortie du président Vladimir Poutine qui accuse donc ouvertement les États-Unis de vouloir faire traîner le conflit entre l'Ukraine et la Russie. On va vous dire donc merci de nous avoir suivis. C'est ici que s'achève cette édition du Grand Journal sur la télévision panafricaine. Rendez-vous demain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Afrique Média, le monde, c'est nous.